déjà qu'on est à plus du double en fait du pourcentage officiel, en tout cas disponible actuellement chez nous. Donc on est à 19%, c'est le premier aspect important. Bon, il y a des questions méthodologiques évidemment là-dedans, mais bon, ça vaut quand même la peine de se pencher sur ce chiffre. Le deuxième aspect que je trouve intéressant dans ce tableau, c'est qu'ils ont décidé de mettre en lumière la partie des aidants qui travaillent, donc qui concilient aidance et vie professionnelle, et puis la partie des aidants qui ne travaillent pas. Et là, évidemment, et on est dans une tranche d'âge qui est normalement une population en âge de travail. Donc on ne parle pas des gens qui sont déjà à la retraite. Et là, ce que je trouve qui est intéressant et qu'on pourrait peut-être explorer ou exploiter un peu plus en Belgique et au niveau européen, ben c'est la question de aidance en tant qu'obstacle à l'emploi, évidemment. 8% des aidants, selon cette étude, en Belgique, ne travaillent pas. Bon, si vous prenez les taux de chômage en Belgique, bon, il y a des différences entre les régions, mais je pense qu'en Wallonie, on doit être à 11%, quelque chose comme ça. En Flandre, on est à 3%. Et à Bruxelles, je pense, à 7%, ou l'inverse entre Wallonie et Bruxelles. Bon, toujours est-il qu'il serait intéressant de s'interroger sur la mesure, dans quelle mesure l'aidance est réellement un obstacle à l'emploi, et notamment pour les femmes, et puis dans quelle mesure il faudrait éventuellement aussi peut-être informer un peu mieux les services de l'emploi, donc je pense à Actiris, Forem, ou VDAB en Flandre, c'est ça? Parce que je pense que ces services ne sont absolument pas formés ou informés sur la question de l'aidance. Et donc, quand ils vous contactent pour vous proposer un emploi, si vous êtes aidant, c'est peut-être très compliqué de leur dire « je ne peux pas en fait accepter cet emploi parce que j'ai des responsabilités d'aidant ». Qu'est-ce qu'on sait sur l'impact de l'aidance sur les aidants eux-mêmes, encore une fois basé sur de la recherche européenne? Ben, tout d'abord, on sait que c'est très compliqué de concilier vie professionnelle, vie familiale, vie d'aidant, pardon. Donc, de nombreux aidants et aidantes sont amenés à soit réduire leur temps de travail, donc les temps partiels sont extrêmement fréquents chez les aidants, voire acquittés purement et simplement par le marché de l'emploi. Donc ça, c'est évidemment très très problématique, puisque dans, encore une fois, de nombreux cas, ça mène à un isolement total, donc une vie sociale qui est largement diminuée. Dans beaucoup de cas, ça mène aussi à la pauvreté. On a des études qui démontrent, par exemple, que beaucoup d'aidants tendent à participer financièrement aux frais de soins, au coût du soin, et donc, ce faisant, se retrouvent dans les dettes. Par exemple, en Grande-Bretagne, il y a une étude qui montre qu'un tiers des aidants ont des dettes, en fait. Les aidants tendent aussi à participer aux charges, donc électricité, eau, etc., ou aux frais de transport. Donc tout ça, évidemment, crée une spirale dans laquelle se retrouvent pris les aidants sans avoir de porte de sortie réelle. Et puis en termes de santé et de bien-être, là encore, on a pas mal d'études qui démontrent l'impact négatif de l'aidance, en tout cas quand ils ne sont pas soutenus de manière adéquate, de l'aidance sur les aidants. Encore une fois, juste pour illustrer, par exemple, la prévalence des problèmes de santé mentale chez les aidants qui ne travaillent pas et de dépression est 20% plus élevée que chez les personnes qui ne sont pas impliquées dans l'aidance. Donc clairement, l'aidance est un facteur, par exemple, de problèmes de santé mentale et de dépression. Mais évidemment, tout ça traduit en termes, par exemple, de coûts, ouvre des portes, normalement, on devrait ouvrir des portes en termes politiques, sans compter évidemment en termes de droits humains. De nouveau, cette même étude, en l'occurrence donc de cette agence européenne, en l'occurrence un tableau qui a été développé en 2018 et qui traite en fait, qui porte sur l'impact de l'aidance sur les aidants. Je suis désolé, le tableau est en anglais, c'est un copier-coller. Donc en fait, il s'agit ici d'une enquête auprès des aidants où on leur a demandé en termes de
perception de votre propre santé. Est-ce que vous vous sentez plutôt en bonne santé ou en mauvaise santé? Eh bien, on voit que chez les personnes qui ne sont pas impliquées dans les danses, ben, s'en sortent mieux, ou en tout cas estiment que leur santé est meilleure que les personnes qui sont impliquées dans les danses, avec, et là encore une fois c'est intéressant, avec une différence entre les aidants qui travaillent ou qui ne travaillent pas. Comme si la possibilité pour un aidant de préserver une vie sociale et une vie professionnelle agissait comme un facteur protecteur en fait. Donc là, encore une fois, en termes politiques, c'est un point qui me semble intéressant. La difficulté de joindre les deux bouts en fin de mois, là encore, les aidants s'en sortent moins bien, se retrouvent dans le quartile, donc la partie de la population la plus pauvre, pareil, se sentent isolés, ont l'impression que la valeur de leur contribution n'est pas reconnue, ou en tout cas ont l'impression qu'ils ne servent pas à grand chose. Pareil, ils s'en sortent moins bien, et la sensation d'être exclus de la société de la même manière est plus prévalente chez les aidants. Bon, qu'en est-il de l'impact du Covid? Donc, je pense qu'on va aborder ça en détail dans les minutes qui suivent, mais à la lumière de ce qui émerge déjà de notre réseau, bon, il y a deux facteurs qui ont fait évidemment une grosse différence chez les aidants et qui ont eu un impact considérable, pas seulement chez les aidants, chez tout le monde, je pense. La première, c'est les mesures de confinement strictes qui a isolé encore plus les aidants et où les aidants se sont trouvés totalement enfermés dans leurs responsabilités, avec aucune possibilité d'avoir des activités un peu récréatives ou simplement pour souffler un peu. Et deuxièmement, les services sociaux et les services de santé auxquels éventuellement ils avaient accès pour les soutenir ont été extrêmement limités ou totalement arrêtés ou mis sur pause pendant la période du confinement, ce qui, encore une fois, a exacerbé évidemment la situation. À la lumière, encore une fois, de ce dont on dispose, on est en train de travailler sur la question et on devrait avoir des données plus détaillées normalement en fin d'année. C'est quelque chose qui concerne tous les pays européens. D'un point de vue politique, je pense que, puisque notre travail évidemment c'est de porter la voix des aidants au niveau politique, ce qu'on voit émerger et qui peut être intéressant pour notre mouvement, si je peux l'appeler comme ça, c'est qu'on revoit émerger la question des responsabilités respectives entre l'État, l'individu, la famille, en termes de qui est responsable de quoi dans l'apport du soin. Et donc je pense qu'il faut se saisir de cette question-là maintenant et le plus vite possible, avant qu'on décide à notre place, pour dire, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, pour dire c'est très bien, il faut reconnaître les aidants, il faut soutenir les aidants, mais les aidants ne peuvent pas remplacer évidemment les professionnels, ce n'est pas l'objectif. Et il faut qu'on travaille de concert et il faut que l'interface entre soins professionnels et aidants informels soit améliorée. Je réfléchis, est-ce qu'il y a d'autres points que je voulais aborder? Pardon, je consulte mes notes. Oui, c'est ça. En Belgique, à ma connaissance, je n'ai pas entendu parler de mesures prises en urgence pour essayer de soutenir les aidants ou pour essayer d'accommoder un peu la situation. Il y a des pays qui ont été meilleurs que la Belgique et il faut en tirer les leçons. Par exemple, en Allemagne, il existe un congé aidant, enfin 2 congés aidants en fait, un congé rémunéré et un congé non rémunéré. Et le gouvernement allemand, très rapidement, a adapté le congé, a doublé la durée du congé aidant de manière temporaire, de manière à faciliter la vie des aidants, et à faciliter aussi l'accès au congé. Donc, en termes administratifs, c'était beaucoup plus simple d'accéder au congé. Bon. Peut-être des leçons à tirer. C'est sans doute pas la dernière épidémie, j'espère que ça va s'arrêter rapidement quand même, mais à laquelle on fera face. Donc peut-être, encore une fois, pour l'avenir, il y a des choses qu'on doit tirer de tout ça.
Que veulent les aidants? Ben là encore, donc les points qui sont affichés à l'écran émanent en fait d'une enquête qui date, je pense, de 2013, qui a été lancée par la Commission européenne, donc qui concerne tous les pays européens où les citoyens et notamment les personnes impliquées dans les danses ont été consultés pour essayer de lister par ordre d'importance ce qu'ils considèrent nécessaire en termes de soutien. Bon, ben, sans surprise, le soutien financier est premier sur la liste en termes de priorité, simplement parce qu'en termes de pénalité, c'est quand même difficile à avaler que parce qu'on aide quelqu'un dans la famille ou dans l'entourage, soudainement on se retrouve dans une situation financière parfois extrêmement compliquée, où on doit réduire ses activités professionnelles. Et c'est le deuxième point, la nécessité de simplifier les mesures qui permettent aux aidants de concilier emploi et vie d'aidant. Donc en termes de conditions de travail flexibles, d'amener aussi les employeurs, donc l'industrie, à être un peu mieux conscientisés sur la question de l'aidance, mais aussi à comprendre qu'aider les aidants, en fait, c'est une option gagnant-gagnant. On a également pas mal de recherches qui démontrent que les employeurs qui aident leurs employés avec des responsabilités d'aidants à avoir un temps de travail flexible, à pouvoir travailler de manière temporaire, à temps partiel et de revenir plus facilement à temps plein, d'avoir accès à de l'information, de pouvoir utiliser son ordinateur ou son téléphone pour coordonner ou pour gérer ses activités d'aidant. Et ben, ce qu'on voit à la lumière de ces études, c'est qu'il y a moins d'absentéisme au travail. Il y a moins de gens qui sont en fait devant leur ordinateur mais dont l'esprit est ailleurs, ça s'appelle le présentéisme. Il y a moins aussi de gens qui peut-être seraient là depuis de nombreuses années, qui ont une expertise particulière et puis qui soudainement quittent l'entreprise parce qu'ils n'arrivent plus à concilier. Donc en termes de perte d'intelligence et d'expertise, en fait, il y a beaucoup d'employeurs maintenant qui se rendent compte que ça coûte moins cher, pardon de le formuler comme ça, mais de mettre en place des mesures de soutien plutôt que de faire face à la perte d'employés.